Bonjour et bienvenue à tous. Plongez au cœur du discours éloquent du général Mohamed Toumba au Forum sur la paix et la sécurité à Lomé, Togo, décryptage en profondeur. Des diplomates africains rassemblés à Lomé, notamment l'intervention du ministre malien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Mais vous avez écouté le ministre Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, s'exprimant au Forum pour la paix et la sécurité qui se tient encore actuellement à Lomé au Togo. La première chose qu'il dit, c'est qu'il appelle les derniers États opérationnels de la CEDEAO et les parrains occidentaux de la CEDEAO, il les appelle à classer le dossier Bazoum. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. À classer le dossier Bazoum pour des raisons qui sont tactiques, des raisons qui sont stratégiques et des raisons qui sont politiques. D'abord, d'un point de vue tactique, la manœuvre qui permettrait éventuellement à des forces qui seraient alliées à Bazoum de venir le délivrer de son lieu d'arrestation et de détention actuel. C'est une manœuvre qui tactiquement est impossible. Le général Toumba, ministre de l'Intérieur du Niger, rassure l'opinion nigérienne, l'opinion africaine et internationale que les conditions de détention de M. Mohamed Bazoum sont telles qu'il est tactiquement, c'est-à-dire concrètement, impossible à une force extérieure au Niger de l'extirper de son lieu de détention. Mais il dit que le seul cas où ce serait possible, ce serait qu'il y ait un usage tellement démesuré de la force que cet usage inclut le sacrifice de la vie de l'ancien président Mohamed Bazoum. Autrement dit, pour les autorités nigériennes, pour le CNSP, il n'y a qu'un seul cas où Mohamed Bazoum pourrait être arraché de son lieu de détention. C'est le cas où ceux qui veulent arracher Mohamed Bazoum de son lieu de détention voudraient récupérer son cadavre. C'est le seul cas. Donc, tactiquement, ce n'est pas possible. Le général Toumba va même jusqu'à évoquer l'hypothèse d'une machine merveilleuse, une machine miraculeuse, qui serait capable d'extraire Mohamed Bazoum de la prison de haute sécurité militaire où il se trouve maintenant. Et à sa connaissance, lui qui est un officier bien formé, la machine qui serait capable de sortir Bazoum de l'endroit où il est détenu vivant, cette machine n'a pas encore été inventée. Pour preuve, implicitement, le ministre de l'Intérieur parle en fait de la dernière tentative d'évasion manquée de Mohamed Bazoum. Si la machine a libéré Bazoum, ou si les forces capables de libérer Bazoum en avaient été capables, eh bien, elles seraient déjà intervenues du temps qu'il était seulement en résidence surveillée à sa résidence présidentielle habituelle de Niamey. Elles n'ont pas été capables de le faire quand il était seulement en résidence surveillée. Ce n'est pas maintenant qu'il est en détention en haute sécurité militaire qu'elles le seront. Qui ne peut pas le plus, ne peut pas le moins. Donc, sur la situation de Bazoum, le premier argument est un argument tactique. Le militaire de terrain qu'est le général Toumba, qui plus est chargé de l'intérieur, de la sécurité de son pays, dit c'est pas la peine d'essayer. Sauf si ceux qui veulent essayer cela veulent assassiner Bazoum. Sauf s'ils veulent sacrifier Bazoum. C'est le seul cas, dit-il, où l'opération serait justifiée. En effet, pour les néocolonialistes et les impérialistes, la vie d'un de leurs anciens vassaux ne représente rien. Il ne leur coûte rien de mener des opérations qui les sacrifient éventuellement. Puisque ce ne sont pour les négriers, les colonialistes et les néocolonialistes que des vies de nègres. Et on peut s'en passer. Mais l'option incluant l'éventualité d'un retour au pouvoir de Mohamed Bazoum, eh bien le gouvernement nigérien par son représentant à Lomé prie le monde entier de noter que c'est une option décédée. Mais il y a une deuxième raison, c'est une raison stratégique.
Stratégiquement, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le régime du CNSP n'est plus dans l'état où il était le 26 juillet 2023. Le 26 juillet 2023, le CNSP était seul. Or, nous sommes aujourd'hui le 22 octobre 2023 et le CNSP n'est plus seul. Non seulement le CNSP a formé un gouvernement civilo-militaire, mais le CNSP s'est engagé dans une double alliance. D'abord, une alliance sous-régionale, c'est-à-dire la création de l'alliance des États sahéliens avec le Mali et le Burkina Faso, une alliance de défense qui se prépare à être une alliance économique dans la perspective d'une monnaie commune sous-régionale, une alliance de défense qui n'est pas simplement une alliance économique, mais qui a vocation à devenir une véritable fédération politique, c'est-à-dire à constituer une véritable puissance fédérale ouest-africaine, qui sera immensément supérieure en potentiel et en réactivité et en proactivité à l'actuelle CEDEAO. Ça, c'est la deuxième raison. Géostratégiquement, le CNSP s'est renforcé dans l'AES, mais il s'est également renforcé par le fait que les États de l'AES sont engagés dans la construction internationale du monde multipolaire, bénéficient donc du soutien des grandes puissances du monde multipolaire que sont notamment la Fédération de Russie, la République populaire de Chine et tous les États convergents dans la dynamique multipolaire, dans la dynamique des BRICS. Ça, c'est la raison stratégique, géostratégique et géopolitique. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle le cas Bazoum est clos. Mais c'est une raison liée à la politique nationale nigérienne. Tout le monde a vu que Bazoum ne représente presque rien dans le Niger. Cela a été vu à l'absence de mobilisation des forces politiques nigériennes pour le cas Bazoum. Certes, le jour de la chute de Bazoum, le 26 juillet 2023, on a vu 2 tondus, 3 pelés manifester à Niamey. Mais depuis lors, ce qu'on pourrait appeler les bases populaires de Mohamed Bazoum se sont volatilisées. En fait, elles n'ont jamais existé. Tout le monde sait que Mohamed Bazoum, en fait, n'a jamais été élu démocratiquement. Il a été imposé autocratiquement par son mentor d'alors avec la bénédiction de toute la France-Afrique. C'est Mahamadou Issoufou qui a truqué l'élection de 2021 pour imposer Bazoum aux Nigériens. En croyant continuer à gouverner en réalité le Niger à travers Mohamed Bazoum. C'est Mahamadou Issoufou, le sorcier de cette affaire. Et d'ailleurs, dès lors qu'il a lâché Bazoum, Bazoum se retrouve sans les bases du PNDS Taraya, le parti qui était au pouvoir et qui était encore sous le contrôle total de Issoufou. Bazoum a été lâché sans base. Et voilà pourquoi on a observé que la société politique et civile nigérienne, globalement, est restée calme et sereine. Je vous rappelle que le coup d'État qui a renversé Bazoum n'a provoqué aucune mort d'homme. C'est-à-dire que même les soldats qui dormaient à la porte de la chambre de l'ancien président Mohamed Bazoum, le juntar de Niamey qui a fini par faire boum, même ces soldats n'ont pas risqué leur vie pour défendre leur chef. Et on sait pourquoi. Non seulement Bazoum n'a pas été élu, mais il était en rupture morale. Il était en rupture totale de confiance avec l'armée nigérienne. C'est lui qui avait publiquement dit que les terroristes qui ensanglantent le Sahel et qui ont été armés par l'OTAN après le massacre de Kadhafi et le saccage de la Libye en 2011, il a dit que les terroristes étaient plus aguerris que les armées nationales. À partir de là, il a rompu le contrat moral qui le liait à l'armée nationale du Niger. Si, en votre qualité de chef suprême des forces armées d'un pays, vous vous tenez publiquement devant des micros et les caméras du monde entier et vous affirmez que les terroristes qui ensanglantent votre pays et toute la sous-région sont plus aguerris que votre armée, il s'ensuit que vous êtes désormais l'allié des terroristes et non plus le chef suprême des forces armées qui les combattent. Donc en fait, Bazoum a été lâché à tous les niveaux. Et le dernier niveau où on a tenté de le tenir, c'est le niveau néocolonial. On a tenté d'impressionner et d'intimider
les nouveaux dirigeants nigériens en utilisant justement la fameuse politique de sanctions. Sinon, dans le Niger, d'un point de vue strictement politique, Mohamed Bazoum ne représente rien. C'est-à-dire que même si, par impossible, on laissait Bazoum sortir et être à nouveau candidat à une élection, il serait réellement écrasé si cette élection est réellement juste, transparente et inclusive. Bazoum ne peut pas gagner d'élection au Niger. Un argument mobilisé à un moment donné par le président Macron et qui consistait à dire que Mohamed Bazoum a été débarqué parce qu'il est issu d'une minorité ethnique au Niger. Mais cet argument vient renforcer la preuve qu'il n'a jamais été élu. Si Mohamed Bazoum, comme l'a si bien souligné le Premier ministre burkinabé, le maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, si Mohamed Bazoum est issu d'une ethnie minoritaire, mais qui a voté pour Bazoum alors au Niger? S'il est issu d'une ethnie minoritaire, et si on pense à Paris, que ce sont les ethnies qui constituent le bétail électoral des élus, qui a donc élu Bazoum? Mieux encore, tout le monde sait, et Mohamed Bazoum l'avoue lui-même, dans plusieurs vidéos disponibles sur les réseaux sociaux, que Mohamed Bazoum est issu d'une ethnie du sud de la Libye, une ethnie libyenne. Il n'est même pas d'une minorité, il n'est même pas issu d'une minorité nigérienne, non. Il est issu d'une ethnie libyenne, c'est un Libyen de naissance. Alors, peut-être que Mohamed Bazoum pourrait avoir une carrière politique en Libye en comptant sur son ethnie, si son ethnie n'est même pas minoritaire en Libye. Mais en tout cas, au Niger, non seulement il n'est pas d'une ethnie nigérienne, mais il n'est même pas d'une minorité nigérienne. Donc on peut se demander sur quelle base alors populaire Mohamed Bazoum pouvait revendiquer une légitimité politique au Niger. S'il a été exclu parce qu'il est d'une minorité, et comme il est démontré qu'il n'est même pas à l'origine nigérien, mais qu'il est plutôt originaire du sud de la Libye. Moi j'ai retrouvé une vidéo dans laquelle il le dit lui-même. J'ai retrouvé des documents dans lesquels Mohamed Bazoum lui-même dit qu'il est originaire du sud de la Libye. À quel moment cet homme-là représentait-il donc politiquement des forces? À quel moment représentait-il donc politiquement le peuple nigérien? Donc, le premier sujet abordé par le général Toumba est d'une propreté indiscutable. Le cas Mohamed Bazoum doit être rangé. Mohamed Bazoum est un homme du passé et du passif. Ensuite, le général Toumba aborde un second sujet dans la courte intervention que vous avez entendue. C'est l'attitude de la CEDEAO envers le Niger. L'attitude des pays de la CEDEAO instrumentalisés par le néocolonialisme et l'impérialisme contre le Niger. Alors, la réaction de ces pays a été de sanctionner le Niger. Mais en sanctionnant le Niger, on a davantage voulu faire souffrir le peuple nigérien, qui est dans une condition sociale, économique, déjà extrêmement désastreuse et alarmante. D'ailleurs, pourquoi le Niger est-il pauvre? Le Niger n'est pas pauvre parce qu'il le serait réellement, mais il l'est artificiellement. C'est un pays exploité. Je recommence. Le Niger n'est pas un pays réellement pauvre. Le Niger est un pays réellement appauvri. C'est très simple. C'est un pays qui est une ancienne colonie française et qui est resté une néocolonie économique de la France. L'essentiel des matières premières par lesquelles ce pays obtenait quelques devises sont contrôlées par des multinationales étrangères, notamment françaises. Et le principal minerai stratégique qu'on extrait au Niger et qui fait du Niger le troisième fournisseur d'uranium de l'Union européenne, ce minerai-là était payé dans un ratio de 5 € le kilo payé à l'État du Niger, alors que c'est vendu 200 € le kilo à l'international, selon plusieurs sources que j'ai consultées. Donc, rien qu'en prenant les conditions dans lesquelles le peuple nigérien est rémunéré pour son uranium, on comprend qu'il n'est pas un peuple pauvre, mais c'est un peuple appauvri. Donc, si la CEDEAO avait un temps soit peu pris en compte la réalité économique du Niger, c'est-à-dire un pays exploité, pillé, depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs siècles,
par les puissances négrières, ensuite les puissances coloniales, et maintenant pillée par le néocolonialisme et le despotisme. La CEDEAO n'aurait jamais pris de mesures pour punir ce peuple. Car ce peuple, comme l'écrasante majorité des peuples africains, est en état de punition depuis 600 ans. Ils ont choisi de couper l'approvisionnement du Niger en produits de première nécessité. Tout en sachant que les politiques qui ont été menées au Niger ont maintenu ce pays en état de non-industrialisation. C'est-à-dire, on a veillé à ce que les Nigériens ne soient pas capables de transformer sur place les matières premières extraites de leur sol. Ils ne transforment pas l'uranium sur place. Ils ne transforment pas l'or sur place. Ils transforment à peine le pétrole sur place. Ils ne transforment pas le fer sur place. Ils ne transforment pas sur place ce qu'ils consomment. Ils sont obligés d'acheter ce qu'ils consomment et de vendre ce qu'ils ne consomment pas. Donc la CEDEAO est venue enfoncer une porte ouverte, appauvrir une nation appauvrie, faire souffrir une nation souffrante. L'action de la CEDEAO au Niger s'avère clairement inhumaine. Et la description des conséquences de cette action m'intéresse au plus haut point. C'est pour cela que je m'exprime ce dimanche. C'est que vous voyez très bien que le peuple nigérien est traité comme est traité le peuple de Gaza. Je vois des gens qui s'émeuvent à travers le monde sur le malheur du peuple palestinien. Le malheur du peuple palestinien, il date de 75 ans, quand il a été dépossédé de ses terres par le colonialisme israélien. C'est depuis 75 ans que les Palestiniens sont en souffrance parce qu'on leur a arraché leurs terres. Et que malgré les résolutions de l'ONU demandant la restitution de leurs terres aux Palestiniens, l'État d'Israël refuse. C'est la source du conflit. Certains Africains et certains observateurs internationaux, au lieu de poser le problème de fond, le problème de l'expropriation coloniale des Palestiniens, veulent essentiellement traiter les problèmes de forme, c'est-à-dire les dérives criminelles, les dérives terroristes, qui sont observables de part et d'autre du conflit israélo-palestinien. Mais ce ne sont pas ces dérives-là qui sont l'origine du problème. L'origine du problème, c'est l'expropriation. C'est la négation de la souveraineté palestinienne. Et c'est à cause de cette négation de la souveraineté palestinienne et pour empêcher la Palestine d'être un État souverain que le peuple palestinien est persécuté depuis 75 ans. Mais revenons au Niger. Tout ce dont souffre la Palestine, c'est cela que la CEDEAO a mis en place contre le Niger. Le Niger est traité comme Gaza est traité aujourd'hui. On veut que les Nigériens crèvent sans médicaments. On veut que les Nigériens crèvent sans produits industriels. On veut que les Nigériens crèvent de chômage. On veut que les Nigériens crèvent sous les bombes des terroristes qu'on arme depuis le saccage de la Libye. Mais c'est la politique anti-Gaza qui est appliquée contre le Niger. Comment vous faites pour ne pas voir que c'est ça qui est appliqué contre le Niger? C'est cette politique qui a été appliquée contre le Mali. L'embargo de la CEDEAO contre le Mali, c'est une photocopie de la stratégie pour écraser le peuple palestinien à Gaza. Ne s'agit-il pas de fermer toutes les frontières? Ne s'agit-il pas d'empêcher l'accès à la mer au Mali, au Burkina, d'empêcher l'accès à la mer au Niger? N'est-ce pas ce qu'on fait aux Gazaouis? Ne s'agit-il pas d'empêcher le développement d'une économie souveraine et endogène au Mali, au Burkina, au Niger? N'est-ce pas ça le but? Quand on s'est mis à arracher les avoirs du Mali, du Burkina, du Niger à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas la stratégie utilisée contre le peuple palestinien? Je me demande comment les gens peuvent regarder l'actualité et ne pas voir que le colonialisme se comporte partout de la même façon. Et les Africains ont la lâcheté de ne pas avoir le courage de dénoncer toutes les formes les plus abjectes de l'inhumanité sur la terre. Pourquoi les Africains n'auraient pas le droit de s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien, alors que Israël est admis comme observateur à l'Union africaine?
Je recommence cette question à toute la lâcheté des Africains qui se promènent sur les réseaux sociaux. J'en vois encore qui font des commentaires. Ah, il ne faut pas parler du conflit israélo-palestinien. Mais Israël est membre observateur, était membre observateur et participe aux réunions de l'Union africaine. Pourquoi les Africains ne peuvent pas peser de tout leur poids pour dire à Israël, si vous voulez être un ami de l'Afrique, nous aussi Africains, nous vous demandons d'arrêter de faire souffrir le peuple palestinien, d'accepter la naissance d'un État palestinien sur les frontières de 1967 recommandées par l'ONU. Parce que là-bas, c'est des résolutions de l'ONU qui ont été prises et qui ne sont pas respectées. Les Africains tremblent. Ah oui, si on parle de ça, on va nous tuer. Qu'est-ce qu'on nous fait au Mali? Qu'est-ce qu'on nous fait au Burkina? Bande de lâches africains. Qu'est-ce qu'on nous fait actuellement au Niger? Est-ce qu'on ne nous tue pas? Ceux qu'on tue tous les jours là en Afrique, ce n'est pas des Africains comme vous. Il faut parler. Il faut parler parce que c'est seulement comme ça qu'on va changer les choses. Et il faut agir. Il faut parler. C'est parce que c'est à force de ne pas parler que nous servons de chair à canon gratuite à tout le monde sur la terre. À cause de gens comme vous qui avez la parole mais qui ne la prenez pas. Vous avez la parole, vous ne la prenez pas. Vous tremblez pour sauver votre petite situation en attendant qu'on écrase vos enfants. On écrase vos petits-enfants. Pendant que vous serez dans la tombe ayant eu une petite carrière acceptable. Vous n'avez même pas pitié de ce que vous avez mis au monde. À qui vous allez céder un monde dans la servitude, dans le mépris. Un monde pire que celui dans lequel vous avez vécu à cause de notre lâcheté. Avec ce qui est arrivé aux Africains, vous avez encore peur de quoi? Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire que ce qui nous est arrivé? On nous a ramassés par millions, déportés. On nous a jetés à la mer par millions. Les Africains crèvent dans la Méditerranée, crèvent dans l'océan Atlantique, par dizaines de milliers. Vous êtes toujours en train de trembler. Vous tremblez pourquoi? La mort vous trouvera dans vos maisons. Votre politique de tremblement là, ça nous a mené à quoi? Au fait qu'on vient nous tuer maintenant. On invente Boko Haram, on invente Al-Qaïda, on invente l'État islamique. On vient nous tuer à la maison. Même quand nous sommes musulmans, des gens viennent nous tuer en nous disant que nous devons être musulmans. Astaghfirullah. Quelqu'un est déjà musulman, tu viens le forcer à être musulman. Ça, c'est quelle mort, ça? Tout ça à cause de la lâcheté. Non seulement des Africains en général, mais surtout de nos dirigeants. Parce que je parle du Niger. Chaque fois que je parle du Niger, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, je pense à Mahamadou Issoufou. En 2011, à Deauville, Issoufou était face à Obama et il lui a dit « N'attaquez pas la Libye, ne détruisez pas la Libye, parce que si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. » Mahamadou Issoufou est vivant. Il faut que la justice nigérienne aille chercher ce monsieur, l'amène au tribunal, qui s'explique. Comment peut-il avoir la preuve que c'est Obama, l'OTAN, Sarkozy, Cameron qui ont déstabilisé, ce sont eux qui ont déstabilisé le Niger. Et comment peut-il avoir initié une politique de lutte contre les terroristes en s'appuyant sur les puissances qui les ont fait venir? Voilà encore la lâcheté africaine. Voilà la honte africaine, Mahamadou Issoufou. Il est assis à Niamey comme si c'était quelqu'un de sérieux. Dites-moi comment ça peut s'expliquer que Issoufou, Mahamadou Issoufou est dénoncé, est dit à Obama, si vous détruisez la Libye, vous allez nous déstabiliser, nous tous. Il y aura des morts au Mali, des morts au Burkina, des morts au Niger. Issoufou le savait. Comment Issoufou a-t-il pu mener une politique de lutte antiterroriste en s'associant à ceux qui ont tué, à ceux qui ont armé Al-Qaïda, armé l'État islamique? C'est quelle politique? Issoufou doit être conduit devant la haute cour de justice du Niger. Je vous le dis honnêtement, moi je ne comprends pas des choses comme ça. Les gens qui sont en train de se faire massacrer au Niger, c'est la conséquence d'une politique erronée de lutte antiterroriste qui a été menée exprès par des dirigeants corrompus. Et c'est ça le problème. Et c'est ce problème qui déteint même dans le comportement des Africains sur les réseaux sociaux. Au lieu de m'encourager, parce que la lutte que nous sommes en train de mener, c'est pour nous et nos enfants, ils vont venir me décourager. Ne dis pas qu'on est en train de traiter les Nigériens comme on traite les gens à Gaza. Comment je vais faire pour toucher la conscience des gens si je ne mets pas en présence les souffrances? Est-ce qu'il n'y a que la souffrance des Gazaouis qui est scandaleuse?
Voilà le problème des Africains. Ah non, on n'a même pas le droit de comparer notre souffrance à celle des autres. Ah bon? Mais comment vous pensez que les autres vont vous comprendre si vous ne pouvez pas comparer les souffrances? Si chacun, sa souffrance est tellement à part qu'on ne peut pas la mettre en lumière par rapport à une autre, qui peut comprendre l'autre? Personne. Personne ne peut comprendre l'autre s'il n'y a pas des comparaisons, des analogies. Analogie ne veut pas dire identité, mais l'esprit humain a besoin des analogies pour comprendre. L'embargo, c'est une politique à la Gazaoui. L'embargo consiste à traiter les Africains comme des Gazaouis. Voilà la vérité. Vous ne voulez pas l'entendre, vous l'avez entendu. Car on a encerclé le Mali. On ne voulait plus que le Mali aille sur l'océan Atlantique. On ne voulait plus que le Mali sorte par la Guinée, qu'il sorte par le Sénégal. On ne voulait même pas qu'il sorte par l'Algérie. Il ne fallait plus que le Mali sorte par la Côte d'Ivoire. Le Mali ne devait pas sortir par le Togo, sortir par le Bénin. On voulait que les Maliens meurent au Mali. Mais c'est ça l'embargo. C'est ça l'embargo. Et je vois les nègres décérébrés de la diplomatie, comment ils s'appellent, béninoise, qui vont à l'ONU, hein, Olusegun Bakari, le ministre de Talon qui sera talonné jusqu'à son étalement, va à l'ONU demander la levée du blocus et de l'embargo contre Cuba. Il s'en va intervenir à l'ONU. Ils envoient une délégation béninoise qui intervient pour demander que les États-Unis lèvent l'embargo qui dure plus de 50 ans contre Cuba. Oublions le Niger qu'ils ont placé sous embargo avant de prendre l'avion. Voilà l'embargo cubain. C'est ce qu'on applique contre les Africains. C'est ce qu'on applique contre le Niger. Vous trouvez ça normal? Et on ne pourra pas dire, attention, ce que vous faites aux Nigériens là, c'est ce que vous avez fait à Cuba. C'est ce que vous faites en Palestine. C'est ce que vous faites partout pour imposer votre injustice que vous appelez ordre international. Si on n'a pas le droit de dire ça, n'allez plus à l'école. N'envoyez plus vos enfants à l'école. Ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas capable d'assumer la connaissance, la vérité et la justice. Mais écoutez, demandez qu'on vous trouve des chaînes encore plus lourdes. Et arrêtez de vous plaindre. Ne vous plaignez plus, tout va bien. Vous êtes dans le meilleur des mondes possibles. Vous êtes esclave et vous transmettrez vos chaînes à vos enfants. Donc, la CEDEAO, ce que la CEDEAO est en train de faire, c'est une politique criminelle contre le Niger. Le général Toumba a souligné le nombre de morts qu'il y a au Niger. Vous pensez que les gens qui sont morts là, leur vie est moins importante que la vôtre, la nôtre, la mienne? Des gens qui ne sont pas soignés au Niger parce qu'on a coupé, on a empêché l'approvisionnement en médicaments. Quand eux, ils meurent et que nous, on se tait, et que nous, on ne dit pas, vous voyez, ils sont en train de mourir comme d'autres meurent à Gaza. Parce qu'on a peur, on va énerver tout le monde. Aïe, 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 aïe. Et quand on a dit aïe, 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 on a énervé tout le monde. Quand on énerve tout le monde là, ça les empêche de nous tuer. Est-ce que c'est ça qui réduit le terrorisme en Afrique? Le système de rasage de murs. Ça a déjà réduit le terrorisme en Afrique? Vous pensez que c'est parce que les Africains fuyaient pendant qu'on amenait d'autres en Amérique, que ceux qu'on amenait en Amérique, on ne les a pas amenés? Ceux qu'on a amenés en esclavage en Europe, on ne les a pas amenés? Parce que les autres avaient fui et ils n'avaient rien dit. Une fois qu'on t'attrape, on t'enchaîne, on t'amène. On t'amène. C'est pas parce que les autres ne disent rien que la tragédie n'a pas lieu. Elle a lieu. Donc, nous sommes de ces Africains qui avons choisi d'exercer notre mission d'homme pleinement sur la terre. Je dis bien pleinement. C'est-à-dire en apportant le meilleur de nous-mêmes pendant que nous sommes là. Bon, si vous voulez apporter le plus médiocre de vous-même pendant que vous êtes là, c'est votre choix. Toumba est venu dire la vérité. On nous traite au Niger, en réalité, on nous place sous embargo pour nous faire mourir. L'embargo de la CEDEAO est un acte criminel. C'est un acte colonial, néocolonial, c'est un acte barbare, c'est un acte sauvage. Et toutes les personnes qui sont mortes du fait de l'embargo de la CEDEAO, il faudra que les magistrats nigériens se rassemblent et qu'ils définissent et qu'ils demandent au Parlement nigérien de leur donner les moyens légaux de mener des procès contre ceux qui ont fait les embargos. J'ai toujours dit qu'on doit faire ça au Mali.
partout, tout pays africain qui a été victime d'un embargo illégal, illégitime, criminel, tout pays de cette nature doit transformer ces violations en un problème judiciaire. Les magistrats africains doivent faire leur travail. Les juges nigériens doivent s'asseoir et prononcer des condamnations contre tous les auteurs des embargos qui ont provoqué la mort des Nigériens. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.